Ok les gens, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la vidéo post-Covid-19. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans mon uniforme. Donc je pense que vous pouvez en conclure que je suis reparti dans mon école à Angoulême pour poursuivre ma formation. Alors déjà j'espère que pour vous ça a été le confinement, ça n'a pas été trop difficile. Et voilà, tout simplement. Alors pour en revenir sur ma formation, dans un premier temps je peux vous dire qu'aujourd'hui on est le 25 juin 2020. Alors, dans notre école, on a été confinés en fin du mois. On n'a pas eu cours en présentiel dans notre école du 16 mars au 23 mai 2020. Et donc, après le 23 mai, on a repris les cours en présentiel pour préparer nos examens ATPL qu'on a fait par la suite. Et donc, comme je vous avais déjà dit dans ma vidéo précédente, les 4 modules qu'on a passé, qu'on est en train de préparer pour notre deuxième phase ATPL, c'était masse et centrage, météorologie, radionavigation, et cellules et systèmes motorisation. Alors la radionavigation, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une matière de la TPL dans laquelle on apprend à utiliser les moyens radio pour naviguer, d'où le terme radionavigation. Que ça peut être en utilisant différents moyens, principalement des moyens tels que les VOR, les NDB, etc. On apprend également à comment utiliser un GPS, comment fonctionne un satellite et comment on triangule une position à partir des messages satellites envoyés par les GPS, etc. On apprend également à faire des types d'approches, comme ça peut être des approches GNSS, GPS entre guillemets, des approches ILS, donc ça peut être des atterrissages automatiques. Par exemple, l'ILS c'est une méthode d'atterrissage qui est très souvent utilisée par les avions de ligne pour en cas de mauvaise météo ou de façon générale. Quasiment tous les jours, les pilotes de ligne font des approches ILS pour atterrir. On a donc utilisé comment utiliser des points de navigation qui ont été créés pour les avions, les airways, donc les routes dans le ciel des avions, etc., etc. Comment servir des systèmes à bord des avions, des instruments pour suivre une radiale d'un VOR, etc. Comment suivre un ILS, vérifier qu'on est bien sur le bon plan de descente, qu'on est bien aligné sur la piste, etc., etc. Alors pour ma part, j'ai trouvé que c'était une matière très intéressante vu qu'elle est assez concrète, entre guillemets. Elle peut être assez compliquée à gérer, mais si on comprend bien comment fonctionnent les systèmes et ce qui se passe derrière un système, elle est assez intéressante et en travaillant, elle se réussit facilement. En tout cas, ça a été pour ma part. La deuxième matière dont je vais parler, c'est masse et centrage. Donc le masse et centrage, qu'est-ce que c'est? Alors pour vous donner un exemple, quand on prend l'avion en général, on demande le poids des bagages qui vont en soute. Alors cette raison, c'est que en connaissant le poids des bagages, après en faisant des calculs mathématiques, on peut déterminer le centre de gravité de l'avion. Et donc ce centre de gravité de l'avion là, il est très important parce que ça permet de connaître où se situe principalement le poids dans l'avion. Et donc ça va permettre ensuite de savoir si l'avion est capable de voler ou pas, parce que ce centre de gravité là, il doit se trouver dans certaines limites qui sont définies. Et donc si ce centre de gravité là sort de ces limites, l'avion peut être trop ou pas assez manœuvrable ou pas assez stable. Et donc ça peut entraîner un crash par la suite, donc c'est super important cette matière-là. Donc on apprend comment calculer un centre de gravité en utilisant des formules mathématiques. On apprend comment préparer un vol en remplissant des feuilles qui permettent de connaître le centre de gravité en fonction du poids de l'avion, etc. Comment les différentes régulations mises en place par rapport au carburant, etc. On apprend les différents types de masses qui sont importants dans un avion, comme la Zero Fuel Mass, la Dry Operating Mass, Operating Mass, Basic Empty Weight de l'avion. On apprend également des règles concernant les poids réglementaires utilisés pour des passagers, sur des vols de 1 à 5 passagers ou plus, etc. Enfin, des tableaux à apprendre par rapport au type d'avion utilisé, au type de vol. Et donc voilà, c'est aussi une matière qui est aussi très importante dans la TPL, aussi autant que les autres, vu que si on les étudie, c'est qu'il y a une raison. Et donc voilà pour cette matière. Alors on pourrait qualifier cette matière d'assez légère dans la TPL comparée à d'autres matières. Mais voilà, c'est une matière qui s'est aussi très bien passée pour moi et j'ai bien aimé cette matière-là aussi, vu que c'est des choses assez concrètes qui sont utilisées tous les jours par les pilotes. Par exemple, le centre de gravité, on est obligé de le calculer à chaque vol. Et donc pareil, c'est quelque chose de très concret. Alors la troisième matière dont je vais parler, c'est la météorologie. C'était selon moi une des matières les plus difficiles à aborder et une des matières que j'appréhendais le plus dans la TPL, vu que c'est une matière qui est assez lourde et il y a beaucoup de choses à comprendre, mais elle est aussi très intéressante. Donc ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je pense que vous en doutez. Quelle est l'utilité de la météorologie dans l'aviation? Tout simplement un avion, ça vole dans le ciel. Et donc il se passe des choses dans le ciel, il y a plusieurs phénomènes météorologiques qui peuvent se produire. Et ces phénomènes-là, ils ont un impact direct sur l'avion, donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, etc., des orages, ça a forcément un impact direct sur les avions.
Et donc dans ces matières-là, on apprend les causes des phénomènes météorologiques, par exemple des variations de température qui peuvent entraîner des variations de pression, donc par exemple des anticyclones, des dépressions, les types de nuages qu'on peut rencontrer dans ces deux types de variations dépressionnaires ou anticyclones, le type de neige ou de pluie que ça peut avoir. On apprend également les météos qu'on peut rencontrer dans différentes parties du monde, le nombre de cyclones qu'on peut avoir, qui ont plus tendance d'être présents dans des régions tropicales par exemple plutôt qu'au niveau des pôles, donc pôle nord ou pôle sud, etc. On apprend également les types de vents, par exemple les jet streams comme on peut en avoir au-dessus de l'Atlantique Nord, donc c'est des vents très puissants qui viennent d'ouest en est au-dessus de l'Atlantique, donc on apprend leurs causes, comment les décoder sur une carte, etc. Et comment soit les utiliser à notre avantage ou soit les risques que ça peut avoir, donc par exemple des turbulences qui ne peuvent pas être détectées grâce aux moyens comme le radar météorologique qui est à bord de l'avion, etc. Et donc, comme je le disais, tous les impacts météorologiques que ça peut avoir, donc que ce soit le givrage sur l'avion, par exemple, si on vole dans un cumulonimbus, ça peut entraîner du givrage, beaucoup de turbulences qui peuvent entraîner une perte de contrôle de l'avion. Aussi, par exemple, les variations de pression qui peuvent entraîner des variations donc, du QNH et donc de l'altitude indiquée par rapport à l'altitude vraie de l'avion. Donc, l'altitude indiquée, c'est l'altitude qu'on verra à bord de l'avion sur les instruments. Et donc, toutes ces variations-là ont directement un impact sur l'avion. Et donc, je pourrais en citer pendant des heures, mais voilà. Alors, personnellement, c'est aussi une matière que j'ai aimée, comme un peu toutes les matières de la TPL. Mais je trouve qu'elle peut être assez compliquée parce que tous les chapitres de cette matière-là ont un lien, puisque bien évidemment, tout a un peu une conséquence sur tout ce qui se passe. On ne peut pas se permettre de seulement comprendre certains chapitres en météorologie, puisque chaque chose a un impact sur une autre chose. Et donc, tout est un peu lié. Et donc la quatrième matière qu'on a travaillée durant cette phase, c'était ma matière préférée jusqu'ici. Alors c'est la matière cellules, systèmes et motorisation. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement la matière dans laquelle on apprend tous les systèmes de l'avion, que ce soit système électrique, hydraulique, pneumatique, les moteurs, les différents types de moteurs qu'on peut avoir, donc les moteurs à turbine, les moteurs à piston, les différents types de carburant qu'on va utiliser, dans le système électrique, comment fonctionnent les générateurs moteurs, les batteries, comment elles sont connectées, ce qu'on appelle des bus, donc c'est les connexions électriques à bord des avions, etc. En hydraulique, par exemple, les commandes de vol sur les plus gros avions sont hydrauliques, donc comment fonctionne un circuit hydraulique, les pistons, etc., les pompes, comment elles fonctionnent. En pneumatique, ce que je peux vous dire, par exemple, le circuit d'air dans l'avion, comment il est connecté, comment l'air est refroidi pour aller dans la cabine, etc. Donc les packs, comment ça fonctionne, tout ça, voilà. Je peux vous parler aussi du système d'air conditionné qui est utilisé. Je vais vous parler aussi du système anti-givrage qui est utilisé dans les avions de ligne, que ce soit électrique ou pneumatique sur des plus petits avions, etc. Et donc voilà, pareil, c'est une matière qui est assez complète, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais si on s'intéresse à la mécanique et à l'aviation en général, c'est une matière assez technique, mais pareil, qui, quand on est passionné, ça se déroule très bien selon moi. Et donc voilà, c'est les 4 matières qu'on est en train de préparer pour passer en examen le 7 avril, donc pendant le confinement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait terminé ces matières dans l'optique de les passer le 7 avril 2020, mais à cause du confinement, on s'est retrouvé, on était bloqué tout simplement, on ne pouvait pas aller passer les examens. Et donc on allait avoir une période creuse d'une durée indéterminée au départ, vu qu'on ne savait pas combien de temps allait durer le confinement. Et donc durant cette période creuse-là, notre école a décidé de nous rajouter 2 matières, en plus des 4 matières qu'on était en train de préparer à passer aux examens. Et donc ce qui a fait qu'on allait se présenter directement aux examens pour passer 6 matières d'un coup. Et donc ces 2 matières-là qu'on a rajoutées, c'est communication IFR et VFR. Et donc la communication IFR et VFR, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement, on apprend comment les discussions, entre guillemets, des discussions se font entre la tour de contrôle, donc les contrôleurs aériens, et les pilotes, ou directement entre des pilotes entre eux, enfin comment communiquer quand on est pilote d'avion et qu'on évolue dans le milieu aéronautique. Donc par exemple, je peux vous parler de l'alphabet aéronautique qui est assez connu, par exemple du Mayday qui est utilisé en cas de détresse et du pan-pan qu'on dit à la radio quand on est seulement dans une situation d'urgence. Alors pourquoi on différencie communication IFR et VFR? Parce que tout simplement, par exemple, ce sont des règles de vol qui sont différentes. La communication VFR, elle se fait uniquement dans un vol VFR, donc un vol à vue avec lequel on a contact au sol. Et donc on peut se repérer et naviguer seulement en utilisant les aides au sol, en reconnaissant des villes, en suivant un ruisseau ou en reconnaissant des points clés qui sont assez reconnaissables facilement.
Et donc, c'est des procédures qui sont différentes, donc ça entraîne forcément une communication qui est différente. Et donc, la communication IFR, c'est une communication qui peut se faire sans avoir une vue à l'extérieur, principalement en utilisant des moyens de radionavigation, et donc les procédures ne sont pas les mêmes. La manière de voler n'est pas la même, donc la communication n'est pas la même. C'est pour ça que la communication est sépartie en deux phases, enfin en deux matières, communication IFR et communication VFR. Et donc voilà, communication, les deux communications, ce sont les deux matières qu'on a rajoutées à notre ATPL en attendant tout simplement de pouvoir passer des examens. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai dit, on est reparti à notre école le 23 mai 2020, où on a commencé 2 semaines de révision, enfin le temps d'avoir nos examens. Et donc pour nos examens, on est retourné au centre d'examen de Rennes, le même centre que celui où on avait passé nos premiers examens au mois de janvier, il me semble, c'était maintenant nos 4 premiers modules ATPL, donc on avait déjà validé. Et donc on a passé nos examens, ça s'est déroulé sur 3 jours au centre d'examen de Rennes, enfin au centre DGAC. Et pareil, ça s'est très bien passé pour nous, on a tous réussi tous nos modules. Donc ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, on est à 10 modules ATPL sur 14. Et donc il nous en reste plus que 4, on a passé la moitié, même les 2 tiers de l'ATPL, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, comme vous le savez, tout le monde est un peu touché par le Covid-19, l'organisation est à replanifier, etc. Enfin, on doit apprendre à revivre après la pandémie, ce qui fait que donc la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, est un peu chamboulée niveau planning, et donc ça peut être assez compliqué d'obtenir des nouvelles dates d'examen, tout simplement pour terminer notre ATPL et donc passer les 4 modules qui nous restent. Donc, ce que notre école a décidé de faire, plutôt que d'attendre une date incertaine sans savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir passer les examens, on a décidé de reprendre la phase de vol, donc commencer la phase initiale de vol VFR de la partie CPL, donc le Commercial Pilot License, donc qui sera la licence de pilote qu'on passera avant de pouvoir devenir pilote de ligne. Et donc on va commencer la partie VFR, donc comme je l'ai dit, la partie vol à vue. Et donc cette partie VFR là va se dérouler sur 54 heures de vol, plus un vol simulateur qui devrait s'étendre sur 11 semaines. Donc durant cette phase-là, on va apprendre à faire des vols à vue, un peu de tour de piste, enfin, comme ce que j'avais de la phase de vol que j'avais déjà fait initialement précédemment. Ah, en plus de ça, on va naviguer un peu partout en France. Enfin, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Enfin, j'ai une idée globale, mais bon, je suis élève, donc je serai là pour apprendre. Et donc voilà, on part sur 54 heures de vol réparties sur 11 semaines, donc ça devrait être plutôt intéressant. Pour cette phase de vol-là, j'essaierai de faire une ou deux vidéos en fonction de ce que j'ai le droit de filmer à mon école ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre dans les réseaux sociaux, je mettrai tout dans la description, puisque j'essaierai de mettre des stories et de partager ça avec vous un maximum sur les réseaux sociaux. Et donc, sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour la suite de mon avancement en école de pilote.